la journée, avec Aymeric Bouya, qui va vous présenter dans la jungle des sites mobiles, comment les rendre vraiment SEO-friendly. Je laisse la main à Aymeric. Un, deux, ouais, c'est bon. Bonjour à tous. Le bip, c'est ça. Hop. Du coup, je me présente rapidement. Je m'appelle Aymeric Bouya et je travaille pour Avast Market. C'est une petite agence au sein même d'Avast qui est un gros groupe de pub. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on bosse avec des agences web du groupe et on se rend compte encore aujourd'hui qu'ils développent des sites mobiles, mais pas forcément en respectant les bonnes pratiques du SEO. Donc, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, l'index Mobile First, vous le savez, je ne vais rien vous apprendre, ça fait quelques années maintenant qu'on est passé en Mobile First. Il y a encore des sites qui peinent, ils avaient dit que ça se finirait en 2020, mais en 2021... Ça va finir avec la dernière conférence de la journée. D'accord. Petite interruption de programme. Et donc, ouais, là, je crois que c'était un article qui est paru... Pour la dernière conférence, donc nous avons salle 1, Aymeric Bouya, dans la jungle des sites mobiles et comment les rendre vraiment SEO-friendly. Salle 2, Nicolas Mercadieu, netlinking persona pour construire ses propres influenceurs. Salle 3, Baba Touré, Google Ads, le machine learning au service de vos performances. N'hésitez pas aussi, on a mis sur le stand du SEO Camp des goodies des années précédentes. Donc vous pouvez passer les points, c'est gratuit. Voilà. C'est des collecteurs pour certains, il y a des t-shirts, il y a des petits badges, il reste un même, je crois. Ah bref, n'hésitez pas, venez vous servir sur le stand de la SEO. Merci Julie. Donc, ouais, c'est un article qui est paru sur SEO Roundtable, mais il disait qu'on était le 25 mai 2021 et il y avait des sites qui étaient encore dans l'index desktop. Donc, ça peine parce que ça devait finir en 2020 et puis il y en a encore qui ont du mal à passer et à transférer. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de trois choses. La première chose, ça va être les aspects un petit peu mobiles, c'est-à-dire comment se comportent les pages de résultats sur mobile, les différences qu'on peut avoir et tout ce qui est lié à la géolocalisation. Et on va voir qu'il y a des trucs super intéressants. Ensuite, on va parler des trois méthodes d'intégration mobile. Alors, on va pas les passer en revue parce que Google communique dessus depuis quelques temps, mais je vais juste vous montrer des exemples de sites qui ont fait des bêtises et pourquoi ça marche pas et surtout ce qu'il faut pas reproduire. Et puis, en termes de structure aussi de pages, je vais vous parler de la structure des pages sur mobile parce que parfois, je me dispute un petit peu avec des graphistes qui me disent « mais non, il ne faut pas mettre ça là parce qu'il n'y a pas de place ». Alors moi, je veux mettre du texte, ils ne veulent pas. Donc, il faut trouver des arrangements, il faut être un peu pragmatique. Et l'objectif, ça va être de vous donner des petites astuces et des petites idées pour avoir des sites qui sont SEO-friendly tout en restant amis avec nos amis les développeurs et les graphistes. Les aspects liés à la géolocalisation. Alors, ça fait 20 ans en moyenne, on va dire, hein, qu'en gros que le search existe, et puis ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il y a des aspects mobiles qui sont un peu plus pris en compte, plus importants, et que quand on se déplace, souvent on a tendance à demander à Google trouve-moi pizzeria à proximité, pizzeria pas loin, etc. Et donc il y a le consommateur, il sait qu'avec son téléphone, il peut chercher ce qu'il veut, où qu'il soit, dans sa voiture, dans un magasin, les informations sur de produits ou autres. Et donc Google essaye d'adapter ses pages de résultats par rapport à ces aspects mobiles. Alors ça, c'est une slide super chouette, mais je ne vais pas vous la lire parce que c'est des infos officielles de Google suite à des études qu'ils ont faites. Le seul point qui est intéressant, c'est qu'ils expliquent qu'entre 2015 et 2017, ils ont fait des études et ils ont remarqué qu'il y avait une croissance de 150% sur les requêtes qui contenaient à proximité. Donc tiens, je cherche une assurance à proximité, je cherche une maison à proximité ou un restaurant. Et donc, ça modifie complètement la structure des pages de résultats où on a, quand on cherche quelque chose, une intention locale. Et comment Google détermine justement qu'il y a une intention locale? Eh bien, c'est ce dont on va parler. Et déjà, un premier point qui est intéressant, c'est de se dire, vous, quand vous faites une recherche sur Google, vous pensez à quelque chose. Vous avez une idée en tête. Et entre ce que vous dites et la façon dont vous allez le retranscrire au moteur, déjà, il y a une perte. Parce que si je tape achat maison, peut-être que je vais acheter une maison, mais que je pense vouloir acheter une maison à côté de chez moi. Donc je vais mettre achat maison. En fait, je pense acheter une maison à Marly-le-Roi, à côté de chez moi. Et donc Google fait ce qu'on appelle de la reformulation, c'est-à-dire qu'il prend ma requête, donc déjà il y a eu une perte un petit peu par rapport à ce que je pensais moi,
et il va essayer de la retranscrire. C'est notamment dans les algorithmes RankBrain, où il y a cette forme d'apprentissage, d'essayer de savoir ce que l'internaute a vraiment en tête et par rapport à la requête, et ce que Google doit resservir. Et là, il y a une espèce de mixture pas possible que fait Google avec tout un tas de choses qu'on va voir, pour savoir est-ce que cet internaute-là qui a tapé achat maison, est-ce qu'il voulait juste se rendre sur un site pour acheter une maison, et donc c'était une requête un petit peu, on va dire, navigationnelle, quoi, pour trouver un site où on peut acheter des maisons, ou est-ce qu'il voulait acheter une maison dans sa ville? Et il s'est dit, de toute façon, Google, les résultats sont géolocalisés, donc je vais avoir un résultat par rapport à ma ville. Et là, Google fait cette reformulation, c'est-à-dire qu'il prend la requête, il essaye de retranscrire ce que j'avais moi dans mon cerveau. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas, il essaye d'apprendre comme ça. Et il nous affiche des pages de résultats avec des résultats géolocalisés ou non. Donc là, vous avez une page de résultats où j'ai tapé effectivement achat maison, et on voit tout en bas à droite que je suis géolocalisé à Puteaux, là où sont nos bureaux. Et Google m'affiche en premier se loger avec des annonces, 19 annonces à Puteaux, ensuite PAP, pareil, vente maison Puteaux, donc il a bien compris où j'étais, et il me propose des résultats liés à ma géolocalisation. Alors il y a cette espèce d'effet qui dit, quand vous faites un audit SEO ou des analyses, et vous vous dites, tiens, je vais regarder les volumes de recherche pour voir si c'est intéressant d'ouvrir telle ou telle page pour avoir des visiteurs, et donc on compare les requêtes par rapport au volume de recherche. Et peut-être que sur achat maison à Trifouilly-les-Oies, je vais avoir 0 volume de recherche. Donc le consultant SEO de base, il va se dire, il y a 0 volume de recherche, donc je ne crée pas de page. Alors peut-être qu'il y a plus d'offres que de demandes, et qu'au final, j'aurais intérêt à créer une page justement pour qu'elle remonte grâce à la géolocalisation. Et donc il y a une vraie question à se poser. Des sites comme Indeed, par exemple, qui proposent des offres d'emploi, ils créent des pages à tire-larigot, ils remplissent l'index de Google avec des pages offres d'emploi plus métier, plus ville. Donc offre d'emploi, consultant SEO, à Puteaux. Et là, la question, c'est de se dire, OK, personne ne recherche ça, mais par contre, si quelqu'un cherche consultant SEO et qu'il est géolocalisé à Puteaux, sans préciser sa ville, peut-être que c'est intéressant d'avoir une page. Et on va voir que ce n'est pas forcément toujours nécessaire d'avoir une page géolocalisée. Alors, comment fait Google? Ils ont créé un brevet, il y a un site qui s'appelle, vous avez l'URL en bas à droite, c'est patents.google.com. Et là-dedans, il y a plein de brevets, alors pas que des brevets de Google, mais il y a tout un tas de brevets, et quand on les lit, on décortique pas mal de choses sur l'algorithme, sur le fonctionnement. Alors on n'a pas tout le fonctionnement de Google, mais ça nous donne des infos intéressantes. Et notamment, là, si on regarde un petit peu leur schéma, il y a le moteur récupère la requête, il regarde si ça match avec des termes potentiellement géolocalisés. Ensuite, il regarde également si c'est une requête locale implicite, c'est-à-dire que l'internaute pensait à un résultat géolocalisé, mais qu'il ne l'a pas précisé dans sa requête. Donc là, il fait la reformulation. Et après, il mélange ça entre ce qu'il a dans sa base de données, entre l'historique de l'utilisateur et l'historique qu'il peut avoir des requêtes. Et en décortiquant ce brevet, alors je l'ai fait pour vous, je vous fais gagner du temps. Alors c'est ce brevet et d'autres brevets, parce qu'on peut se dire, il y a Yahoo par exemple qui ont sorti un brevet en 2012 et ils expliquaient justement que eux, pour remonter des résultats géolocalisés dans les pages de résultats, ils allaient utiliser le volume de recherche. C'est-à-dire que s'il y a des utilisateurs qui tapent une requête très fréquemment, par exemple offre d'emploi consultant SEO, si le volume de recherche est important, ils vont se dire pour personnaliser les pages de résultats, on va injecter dedans des résultats géolocalisés. Donc ça, c'était un brevet de Yahoo qui est assez simpliste. Celui de Google, il est un petit peu plus balèze, il est un peu plus costaud. Et dedans, il y a l'emplacement du moteur déjà. Si je suis sur google.co.uk, a priori, je vais avoir besoin de résultats qui sont en Angleterre. Ensuite, il y a la pertinence locale implicite par rapport au terme de la requête. Et ça, Google le sait qu'en général, quand on tape pizzeria, on veut une pizzeria à côté de chez soi. Quand on tape assurance, j'ai fait l'essai hier, je me suis dit, tiens, si je tape assurance, est-ce que je vais avoir le top site assurance ou est-ce que je vais avoir des résultats géolocalisés? Quand je tape assurance, j'ai un bloc Google Maps qui remonte avec les assurances à côté de chez moi. Donc Google détecte une intention locale de façon complètement implicite.
Donc il y a la langue également, il y a le pays qui peuvent jouer, et le comportement des utilisateurs. C'est-à-dire que Google il fait énormément de tests, et je crois que la conférence juste avant en parlait, sur la façon dont Google testait justement les pages de résultats, et il pouvait y avoir de la volatilité. Si je tape achat maison et que Google propose des résultats géolocalisés en fonction de l'emplacement des internautes, et que ces internautes cliquent sur les résultats géolocalisés, bah, ça veut dire que c'est une requête qui a un fort potentiel avec une intention locale. Et donc il va modifier, il va apprendre et il va modifier un petit peu les résultats pour proposer de plus en plus de résultats géolocalisés. Si à l'inverse, tous les gens qui tapent offre d'emploi comptable et qu'il y a des résultats géolocalisés qui apparaissent, donc offre d'emploi comptable à Puteaux, 19 offres d'emploi comptable à Puteaux, etc., et que personne clique sur les résultats géolocalisés, bah Google peut se dire, tiens, sur cette requête-là, c'est moins intéressant que je sorte des résultats géolocalisés. Donc ça veut dire qu'en fonction des requêtes, on peut avoir un intérêt à créer des pages, même si on a 0 volume de recherche, ou pas. Et quand on a regardé ça dans les détails, parce que j'ai fait l'étude pour un site d'offres d'emploi, donc mes exemples ne sont pas pris au hasard, eh bien il y a des requêtes qui ont une intention locale extrêmement forte. Par exemple, comptable, vous pourrez faire l'essai. Sur comptable, en général, il y a des résultats géolocalisés. Il y en a au moins un ou deux. Par contre, quand on tape offre d'emploi directeur commercial, vous pouvez essayer aussi, quand vous rentrez chez vous avec votre emplacement géographique, vous allez voir que offre d'emploi directeur commercial, vous n'allez quasiment pas avoir de résultats géolocalisés. Alors on pourrait se dire, si ça se trouve, c'est juste parce que Google n'a pas de réponse, n'a pas de page qui s'appelle offre d'emploi directeur commercial plus ville. J'ai fait l'essai et il en a. Donc, par rapport à tous ces apprentissages qu'il peut avoir, il va sortir ou non des résultats géolocalisés. Et ce qu'on a fait pour ce client, donc sur la partie offre d'emploi, c'est qu'on a vu qu'il y avait des requêtes avec une forte intention locale et d'autres pas du tout. Et en fonction de ça et du volume de recherche, ben on va ouvrir des pages ou non à l'indexation. Parce que là, Indeed, pour ne pas les citer, ils ont plein de pages et donc ils en ont plein qui ne servent à rien parce qu'ils ont des offres, mais c'est jamais recherché. Et puis, même avec la géolocalisation, il n'y a rien qui remonte. Donc voilà, c'est pas si évident. Hop là. Alors, maintenant, on va rentrer, on a vu le côté un peu global, mobile, on prend de la hauteur sur les pages de résultats. On va rentrer dans les méthodes d'intégration. Donc les 3 méthodes d'intégration que vous connaissez, le responsive web design, qui est fortement recommandé par Google. Perso, c'est pas mon préféré, mais bon. Ils disent que c'est simple à faire, mais c'est super compliqué en réalité. S'il faut penser aux tablettes, aux mobiles, portraits, paysages et tout, parfois ça devient un vrai calvaire. Le dynamic serving, donc, qui consiste, je fais un petit rappel pour ceux qui ne sont pas au courant, le dynamic serving qui consiste à renvoyer un code HTML différent aux internautes qui sont sur smartphone et aux internautes qui sont sur desktop. J'adore cette solution, c'est un peu dur à maintenir, mais j'adore parce qu'on peut faire un HTML hyper léger, hyper efficace. Je crois qu'ils ont changé, mais à l'époque, le Roi Merlin avait un site qui était en dynamic serving et ça s'affichait vraiment en moins de 2, donc c'était top. Et le pire, à l'époque, ça faisait l'affaire, c'est d'avoir un site mobile dédié, donc m.mobile.nom de domaine.com. Mais en fait, Google n'aime pas. Il n'aime pas parce qu'il a du mal à le gérer, en fait. C'est parfois mal intégré. Je vais vous montrer des petits exemples. Donc l'idée, ça va être de passer en revue ces 3 méthodes, d'où la jungle des sites mobiles, et comment s'y retrouver, là où on peut faire des trucs chouettes, là où il ne faut pas faire de bêtises. Et puis, avant de rentrer dans ces 3 méthodes, je voulais vous souligner un truc quand même, c'est de se dire, tous les outils qu'on utilise, SEMrush, Screaming Frog, je trouve personnellement qu'ils ne nous aident pas trop à penser mobile. On a encore trop souvent le réflexe, là j'essaye de me forcer un petit peu, mais je trouve qu'on a trop souvent le réflexe de dire tiens, je dois analyser un site, j'ouvre mon navigateur et puis je le regarde. Je regarde la version desktop. Si ça se trouve, la version mobile, elle n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit, mais on a encore ces réflexes-là. Donc là, vous avez SEMrush qui, par défaut, vous affiche la visibilité sur ordinateur, alors qu'entre les SERP mobiles et desktop, il peut parfois y avoir des variations importantes, notamment par rapport à tout ce qui est knowledge graph et tout ça. Et puis, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis, parce que vous ne pouvez pas lire, c'est trop petit, mais
C'est un mail de client qui m'avait envoyé tiens Aymeric, enfin tu vas pouvoir nous faire tes recommandations SEO. On a les wireframes desktop. Donc là, mail hyper content et tout, genre ouais, ça y est, enfin, tu les attends depuis un mois, tu les as. Et là, moi, je dis bah ouais, mais en fait, je vais pas pouvoir en faire grand chose parce que c'est les versions mobiles qui m'intéressent surtout. Donc c'est le message principal que je vais vous faire passer. Je trouve qu'on pense pas suffisamment mobile tout de suite, et donc ne serait-ce que là, dans mon agence Avas, comme on bosse avec justement d'autres agences web, on essaye de leur donner un peu ce déclic et de leur dire que nous, on a besoin des templates mobiles et il y a moins d'espace et c'est souvent celle qui arrive en dernier. À un moment où on créait les sites en mobile first, maintenant, je trouve que c'est moins le cas. Après, c'est pas forcément plus mal parce que des fois, il y avait des sites desktop qui ressemblaient vraiment à des sites mobiles. Les Échos, ils avaient fait un truc bizarre, je crois, à un moment. Donc voilà, ça c'est un exemple de mail, mais j'en ai eu d'autres où voilà, ils étaient en mode desktop, pas bien. Alors la petite config que je vous recommande quand même, c'est de configurer votre Chrome comme ça. Donc vous faites clic droit, inspecter l'élément, et puis vous cliquez sur le petit icône mobile tablette là qui est, je ne sais pas s'il y a un truc laser ou quoi, mais bon vous le voyez, c'est hein, ah ouais. Bon, c'est pas grave. Et donc vous trouverez de toute façon, vous cherchez sur Google, voir un site comme mobile sur Chrome. Et donc on navigue comme ça, quoi. Quand j'ai un nouveau prospect qui arrive, direct, je me dis Aymeric, regarde la version mobile tout de suite, regarde comment c'est fichu, avant de dire n'importe quoi sur des templates que Google ne prend pas en compte. J'ai eu, c'est ma petite fierté, j'ai eu la chance de rencontrer l'ami John Muller il y a quelques années, et je lui ai posé cette question et je lui ai dit si j'ai un site mobile qui est hyper bien, hyper joli, et que ma version desktop elle est moche, elle est pas belle et elle est pas du tout conviviale, est-ce que ma page va moins bien se positionner? Et il m'a dit, bah non, pas forcément. donc c'est un peu triste à dire, mais voilà, vous pouvez avoir une très belle version mobile, une version desktop pourrie, vous allez quand même bien vous positionner. C'était un peu le cas inversé quand on avait surtout des sites desktop. On pouvait avoir des très bons sites desktop et des mauvais sites mobiles, et on était quand même positionné. Et le petit truc sympa sur cette slide, c'est que quand vous allez dans les options de Chrome, donc là c'est les 3 petits points qu'il y a tout à droite, vous cliquez et vous allez afficher un onglet qui s'appelle Layers, qui est hyper intéressant et qui vous donne une visualisation un peu du site, mais au global. Et il pousse les murs. Notamment, alors on peut jouer avec sa souris pour faire de la 3D, etc. Et ce que fait cet onglet, c'est qu'il affiche une visualisation du site avec les différentes couches, les différents layers du DOM en fait, qui servent à représenter visuellement ce qu'est le code HTML. Et on voit, là, vous voyez un grand truc qui sort sur la droite, c'est le slider horizontal, parce qu'à un moment, sur ce site, il y a un slider horizontal. Et je trouve ça super cool, parce qu'un site mobile, on a tendance à se dire, c'est un petit écran, mais en fait, quand on sort du cadre, on voit qu'il y a pas mal de choses qui peuvent sortir à droite et à gauche. Et on a pris cette habitude, nous, de scroller pour descendre sur notre desktop. On a pris aussi cette habitude de scroller à l'horizontale sur notre téléphone, enfin, je trouve. Maintenant, il y en a quand même... il y a plus en plus de sites qui font ça, et donc on a moins d'espace, mais on a de l'espace. Il faut juste essayer d'être un petit peu créatif. Et voilà, j'aime bien ce truc-là, je trouve ça chouette. Donc le responsive, pas toujours si simple de s'adapter. Mowgli et les singes. Une erreur que j'ai vue sur un site, alors j'avais vu il y a longtemps sur le site, et puis... ça a été corrigé, donc là j'ai essayé de chercher un autre site qui avait encore cette mauvaise pratique, c'est d'avoir des liens qui sont doublés. Ça veut dire quoi? C'est que le développeur, il n'a pas fait les trucs dans les règles de l'art, il a créé un menu pour desktop, il a créé un menu pour mobile, et en fonction de la taille de l'écran, il en affiche un et il masque l'autre, et inversement. Qu'est-ce qui n'est pas bien dans cette pratique? Déjà, ça rajoute du code HTML. Ça rajoute du code, si on a un menu qui fait 200 liens, ça rajoute une bonne tartine, donc le document HTML, il est plus lourd. Un mauvais point. Et d'un point de vue SEO, qu'est-ce qui n'est pas bien? Alors il y a cette notion de page rank, vous savez, vous avez 100 liens dans une page, on va dire que chaque lien envoie un point à la page de destination. Si j'ai 2 liens vers une seule et même page, je lui envoie 2 points. Ça fait autant de points en moins pour mes autres pages du contenu central. Comme le menu est présent sur toutes les pages, si vous multipliez ça à l'échelle du site, ça fait moins de popularité qui est envoyée au lien interne,
et plus de popularité qui sont envoyées aux liens qui sont dans le menu. Alors ça, c'est la vision brute hein, du PageRank, c'est le PageRank du tout début. Maintenant, il y a un affinage, il y a le PageRank thématique, donc en fonction de la thématique, etc. Et puis il y a aussi le surfeur raisonnable. Vous savez, on va avoir un lien en footer, il aura moins de poids qu'un lien qui va être dans la partie centrale du contenu. Donc on peut imaginer d'ailleurs un découpage de page où c'est approximatif, mais on va dire, tiens, le header et le menu, ça fait 20% du PageRank, le contenu central 50%, un petit peu pour la colonne de droite et le footer 5 à 10% du PageRank. Donc il y a quand même une pondération en fonction de là où se trouve le lien dans la page, mais au final, avoir des liens qui sont doublés, c'est pas bien. Et là, le site qui fait ça, c'est un site qui nous empoisonne avec les cookies, c'est le site de la CNIL. J'étais content de l'avoir trouvé celui-là. Donc voilà, ils font les trucs pas bien pour le SEO, et je vous ai mis un petit lien d'un confrère qui s'appelle Régis et qui a fait un article sur la distribution du PageRank qui est hyper intéressant, où il y a des consultants high level qui échangent et qui disent ah bah tiens, moi je pense que ça marche comme ça, et puis l'autre pense que ça marche comme ça, mais bon. Pour dire que tout ça n'est pas si évident, mais malgré tout, on évite d'intégrer des sites comme ça. Donc là, si vous voyez ça, il faut aller voir le développeur. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut un peu fouiller dans le code quand même pour voir cette erreur. Hein, parce que si vous regardez juste le site visuellement, il va vous dire « Ah super, c'est un site responsive, il marche bien, youpi ». Et puis, je vous l'ai dit, un responsive, ça ne rime pas toujours avec vitesse. Alors, je crois que c'est demain, il y a une conférence sur les Core Web Vitals. À moins que c'était aujourd'hui, je ne sais plus. C'est demain. On en parle des Core Web Vitals? Non. C'est un super truc marketing. Enfin non, j'ai dit ça. Non, oui, effectivement, ils en tiennent compte dans le moteur, mais parfois il y a des agences qui disent grâce à nos super recos sur le temps de chargement, vous allez être super visible sur Google. C'est faux. Il n'y a pas eu tant de changements que ça, il n'y a pas eu tant de bouleversements que ça. Google le dit même. Il a dit si deux pages sont très très difficiles à départager parce qu'elles ont tous les critères de pertinence, de popularité, alors le temps de chargement peut être un facteur déterminant qui va faire qu'il y en a un qui va passer devant l'autre. Mais Google peut malgré tout proposer le site le plus lent s'il estime qu'il est le plus pertinent. Donc voilà, c'est pas. Donc on arrête avec ces Core Web Vitals. Enfin, moi j'adore faire des recos sur la web perf, hein, mais quand je les fais, c'est pour le UX, c'est pas pour le SEO. C'est un peu mentir de dire vous allez être super bien positionné. Après, c'est bien pour l'utilisateur, hein, c'est pour ça qu'on bosse dans ce sens-là. Donc là, oui, la capture, pardon, c'est dans PageSpeed Insights, pardon. Il y a un petit bouton là qui s'appelle consulter la carte proportionnelle qui est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Et donc vous mettez, excusez-moi. Et donc vous mettez l'adresse de votre page d'accueil, de votre page produit ou autre. Vous cliquez sur ce petit lien sur PageSpeed Insights et là il va vous montrer des gros carrés avec le poids de chaque fichier. Et il y a une petite option qui permet de griser tout le code qui n'est pas utilisé sur la page. Et donc ça c'est un site responsive, c'est Amazon. Et sur Amazon on voit que le deuxième fichier là qui est orange, il pèse 271 kilooctets et il n'y a que 23% du fichier qui est utilisé pour afficher la page. Donc on a plein de code qui ne sert à rien, en tout cas qui ne sert à rien pour cette page. Donc le responsive c'est bien, mais parfois quand c'est mal intégré, là c'est pas nécessairement le cas, mais ça embarque souvent beaucoup de fichiers. Et il y a une comparaison que j'aime beaucoup, c'est un petit peu comme si vous partiez en vacances, vous ne connaissez pas forcément la météo qu'il va faire. Et donc, vous allez prendre quoi dans votre valise? Vous allez prendre un maillot de bain, youpi, c'est la plage, une serviette de bain, et comme il peut peut-être pleuvoir, vous allez prendre vos bottes, votre kawaii, un pull, et votre sac, il est lourd, et vous le traînez pendant tout le voyage. Et bien, pour moi, c'est ça le responsive. Donc, c'est pas si folichon. Deuxième type d'intégration, le dynamic serving. Alors, je ne sais pas si David Groult est là, mais c'est un confrère qui m'avait envoyé cet exemple. En gros, c'est un site qui est passé dans l'index Mobile First à un moment, et du jour au lendemain, il a perdu des positions sur plein de requêtes. Et c'était des requêtes liées aux grandes catégories du site. Et question, pourquoi du jour au lendemain, comme ça, je perds des positions, comme si j'avais une pénalité? Alors, est-ce que c'est pingouin? Est-ce que c'est panda? Est-ce que c'est truc? Et en fait, c'est juste que le site a basculé dans l'index Mobile First.
Et il y avait, donc c'était du dynamic serving, le code HTML bureau n'était pas le même que le code HTML mobile. Et il se trouve que sur desktop, bah, dans le menu, il y avait des liens vers tous les univers. Donc vous prenez ces discounts, il y avait un lien vers électroménager, il y avait un lien vers DVD, il y avait un lien vers jardinage, etc. Et puis le site passe en index mobile first. Et le code HTML, il se trouve que le code HTML dynamic serving de ce site ne faisait pas de lien sur les univers dans le menu. Donc du jour au lendemain, Google il se retrouve avec un site qui fait plus de lien vers les principaux univers. Donc j'ai plus de popularité qui est envoyée vers mes pages de grande catégorie. Et il se passe quoi? Ça se casse la gueule. Voilà, ils ont remis les liens et le temps que Google refasse son petit tour et ses calculs de PageRank et tout, vous avez vu, au mois de septembre, hein, ça doit être là à peu près, le site a repris ses positions comme si de rien n'était. Donc, c'est pas parce que d'ailleurs vous avez un site qui paraît responsive et que vous le tirez dans tous les sens et que ça bouge et que ça s'adapte qu'il n'est pas en dynamic serving, parce qu'on peut avoir du dynamic serving avec du code HTML qui est renvoyé sur mobile, mais code HTML qui lui-même est responsive en fonction des tailles d'iPhone, de trucs et tout ça. Donc voilà, il ne faut pas forcément se fier à ce que vous voyez. Et je partage avec vous deux méthodes d'intégration pour les menus que j'adore. Surtout la deuxième, la Bricorama, je trouve ça super chouette ce qu'ils font. En gros, l'idée c'est de se dire, je suis sur mobile, il faut que je puisse cliquer sur mes univers, et après il faut que je puisse accéder à mes sous-catégories. Et donc ce qu'a fait Bricorama là sur la droite, c'est que les catégories, on peut les cliquer. Donc par exemple, si je veux aller sur la page outillage et construction, bah, je peux cliquer dessus. Et si je veux voir ce que contient cette catégorie, bah, je clique tout simplement sur le petit plus. Alors ça peut paraître bête, mais il n'y a pas tant de sites que ça qui utilisent ce type d'intégration. Et on voit encore des sites qui justement ne font pas forcément de lien vers des catégories intermédiaires, où on a un lien mais qui sert juste à déplier le reste. Et dans le code HTML, on n'a pas de href. Alors du coup, Google, il n'a pas de lien, pas de popularité, et c'est pas bien. Et puis l'exemple de la gauche, là vous cliquez sur, donc je crois que c'est Kiabi, vous cliquez sur femmes, et là vous avez les sous-catégories, pantalon, jean, t-shirt, etc. Et une fois qu'on a cliqué là, en fait, le titre femme, il est cliquable. Et il fait un lien vers la catégorie femme. Et donc, ça lui envoie de la popularité. Un exemple de bonne pratique. Alors, un truc un petit peu plus technique, ça c'était dans l'agence dans laquelle j'étais avant, SEO Hackers. Et on a eu un truc super bizarre, c'est que un site, je crois que c'était un site de travaux, plomberie ou je ne sais plus quoi, là, ce que vous voyez, c'est le trafic sur la page d'accueil. Et du jour au lendemain, le trafic sur la page d'accueil, zéro. On tapait le nom du site sur Google, c'était la page contact qui remontait. Super, c'est pas idéal pour présenter les produits et services. Et donc on s'est creusé, on a cherché. Et en fait, ils avaient une vieille règle, mais qu'ils avaient dû mettre, je sais pas, en 2010, voire même avant. C'est une règle qui détectait Google. Je pense que c'était à l'époque où les sites mobiles n'existaient pas trop encore ou moins. Et en fait, la règle, elle disait, si l'utilisateur qui vient sur mon site, c'est Google, alors redirection 302 vers cette page-là, qui était une page mobile, qui était en noindex. Et en fait, il s'est passé quoi? Bah, le site, il est passé en fait sur la date, là, alors c'est le 19 septembre, il est passé dans l'index mobile first. Du coup, Google, bah, il se dit, bon, bah, c'est cool, maintenant je prends en compte la version mobile. Et donc, il commence à la visiter. Redirection 302, page /home, page en noindex. OK, je désindexe la page d'accueil, pas de problème. Donc, quand on tapait le nom de la marque, bah, Google, il n'avait plus de page à remonter, hormis la page contact, qui n'était pas forcément la plus pertinente, mais il se trouve qu'elle recevait beaucoup de liens parce qu'elle était maillée d'un peu partout dans le site. Et voilà, pas bien. Donc, parfois, c'est vraiment bien planqué. Là, c'était spécifique avec une détection sur Googlebot, mais ça peut arriver. Donc, pour vérifier ce que voit vraiment Google, utilisez cet outil de test, voir si votre site est mobile friendly. Depuis, je crois que ça fait 1 an et quelques, il y a un petit onglet HTML qui vous permet de voir le HTML final que récupère Google. Et ça, c'est super bien. Alors, je fais un petit aparté, hein, mais pour tout ce qui est, est-ce que Google arrive à lire le JavaScript? J'ai du JavaScript sur mon site. Est-ce que Google arrive à le lire? Eh bien là, si vous cliquez sur HTML, vous allez voir
le contenu que Google a digéré et avec JavaScript, si on avait le contenu qu'il a exécuté. Donc vous allez vraiment être au plus proche de ce que voit vraiment Google. Donc on en a fini avec le dynamic serving. C'est compliqué à maintenir aussi dynamic serving parce que ça veut dire 2 bouts de code HTML différents. Il y en a de moins en moins, mais moi perso ça reste mon petit kiff. Chacun son truc. Et site mobile dédié, c'est la cata. C'est la cata. Quand on va sur les recos de Google, ils disent Google n'aime pas cette méthode, ne recommande pas l'utilisation. Elles sont difficiles à mettre en œuvre et à gérer. Alors c'est à gérer pour les webmasters, mais c'est aussi à gérer pour Google, parce que parfois il se plante, il fait des choses un peu tordues. Et notamment là sur cette page, c'est une page sur le contrôle technique. Redirection bureau vers la page mobile, elle est OK. C'est-à-dire que si j'ouvre le site avec mon téléphone... non, attends. Je crois que je me suis planté dans ce que j'ai écrit. Qu'est-ce que j'ai bien pu vouloir dire? Oui, non, c'est ça. En gros, ce qui se passe, c'est qu'ils ont mal implémenté le site mobile dédié. Et donc, dans ces pages de résultats, Google, il remonte la page mobile quand on est sur desktop. Et du coup, on clique et on arrive sur un site tout moche, tout pas beau. Au lieu d'afficher le lien vers la page desktop. Pourquoi ils ont fait une mauvaise intégration? Quand on est en site mobile dédié, il faut que pour chaque page mobile, on renvoie une canonical vers la page en desktop. Et eux, ils ont renvoyé une canonical vers la page elle-même, la page mobile. Donc Google, il dit « Ah, ok, c'est cette page-là que je dois afficher, donc je l'affiche. » Et il l'affiche à tort. Donc ça il y en a de moins en moins, mais on en trouve un petit peu. Si vous faites site2.mobile.etoile.fr, vous voyez qu'il y a encore des sites qui sont en site mobile dédié et ils ont plein d'erreurs. Et au final, c'est les derniers sites qui ne sont pas passés dans l'index mobile first. Pourquoi? Parce que Google galère et il sait qu'il va faire des trucs un peu tordus parce que les gens ont une mauvaise configuration. Alors, question que j'ai eue, c'est ouais, mais alors, ok, on a un index mobile first, c'est bien. Donc, c'est Googlebot Mobile qui crawl le site, mais s'il prend en compte les versions mobiles, pourquoi il crawl encore les versions desktop? Ça sert à quoi? Eh bien, justement, ça sert à ça. Ça sert à regarder s'il y a une version mobile pour un site mobile dédié, il va afficher le code HTML de la version bureau et il va regarder, ah tiens, c'est un site qui a une autre version pour le mobile. Et donc, il va faire la correspondance entre les deux URL. Donc, c'est à ça que ça sert. Et puis, ça lui sert aussi à découvrir les pages en AMP. On va en parler juste après de l'AMP. Et puis, il regarde normalement la cohérence entre les deux versions. Et c'est pas toujours hyper cohérent. Il y a un site qui a mis énormément de temps à passer dans l'index mobile first, c'est le site de Price Minister Rakuten. 5 ? Mais tu as le temps. D'accord, merci Julien. Et le site de Price Minister, il a mis énormément de temps à passer dans l'index mobile first. Pourquoi? Parce que les pages mobiles étaient vraiment très différentes des pages desktop. Ils avaient fait des trucs un peu, je sais pas, des petites expériences, tout ça. Et donc, c'est pour ça que Googlebot Desktop crawl encore pour voir s'il y a une cohérence entre les deux versions et se dire, bah, tiens, ok, c'est bon, maintenant j'utilise pour ce site l'index mobile first. Bon, on y arrive, je pense qu'en 2022, ce sera un truc qui sera réglé, mais on aura toujours des sites qui existeront dans l'index de cette manière. Ah, et Google AMP. Alors, est-ce que c'est bien AMP? Qu'est-ce que tu en penses, Vincent? Quand tu as un site de presse, c'est bien. À l'époque, c'était indispensable. Ça fait 5 ans que, je crois, 5 ans que Google AMP existe. Google a dit, ouais, faites vos sites en AMP, c'est super, c'est rapide, c'est un mode d'intégration spécial, vous allez voir, c'est facile et tout. Quand on envoie la reco aux devs, ils font, what? Je dois faire ça en plus comme URL? Alors que j'ai déjà du responsive à gérer, il faut que je recrée un truc. Alors, il y a des faciliteurs qui ont été mis en place, même pour facilitateurs pour WordPress, je crois qu'il y a un plugin et tout. Et là, en gros, c'est drôle parce que c'est un tweet d'un petit monsieur qui dit fin août 2021, il dit si jamais j'ai une page en AMP qui se positionne bien et que j'enlève la version AMP de ma page, est-ce que j'aurai toujours mes positions ou est-ce que je vais perdre des positions parce que j'aurai plus ma page en AMP? Et John Mueller, il a dit normalement, tu devrais garder tes positions. Mais pourquoi tu enlèves tes pages AMP? Parce qu'il se dit, mais pourquoi il enlève sa page AMP? Parce que c'est compliqué à maintenir aussi. C'est compliqué à maintenir. J'ai vu des sites qui ont des pages en AMP qui créent le bazar, qui remontent plein d'erreurs dans la Search Console.
D'ailleurs, il y a quelques jours, je crois, Google n'affiche plus le petit logo AMP dans les pages de résultats, pour se dire, bah, au final, c'est moins ouf que ce que c'était. Et donc, on n'est plus obligé d'être en AMP pour être dans les top stories. Moi, ça me fait penser, alors je sais pas, je suis pas devin, mais ça me fait penser à Google Wave. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Google Wave, c'était The réseau social by Google, qui a duré 1 an et demi. Voilà. Donc, je pense que, d'ailleurs, que les Core Web Vitals, après c'est une idée, mais je pense que les Core Web Vitals, c'est un truc aussi pour forcer les gens à faire des sites rapides, et que peut-être qu'une fois, Google aura une vision bien claire du web en se disant, OK, globalement, les gens ont fait des efforts, ils ont bien écouté Google, ils ont été gentils, on va enlever AMP, et peut-être que ça ne servira plus à rien. Donc oui, bah, ils recommandent le responsive, ça oui, ils sont gentils, mais c'est plus compliqué pour nous à mettre en place. Hein. La structure des templates, sortir du... Ah ouais, 5 minutes, oups. La structure des templates, le fil d'Ariane, combien de fois j'ai des designers qui me disent « Ah mais je peux pas mettre le fil d'Ariane, ça prend trop de place, c'est pas bien ». Et pour le SEO, on en a besoin, parce que quand c'est sur une page produit, ça envoie de la popularité aux pages de catégorie, et donc c'est important, ça transmet du jus. Alors il faut être un peu pragmatique et trouver des solutions sympas. Aujourd'hui, on peut, avec JavaScript, avoir un fil d'Ariane rétractable. Donc là, vous voyez, vous avez un site qui permet de louer des bureaux et des entrepôts. Et quand on clique sur les 3 petits points entre accueil et location de bureau, ça déroule le fil d'Ariane. Et ça prend 3 lignes. Le designer, il est content parce qu'il dit « Ah, tu m'as fait un fil d'Ariane qui ne prend pas de place. » Il ne prend qu'une ligne, donc c'est chouette. L'intégrateur, le dev, il est moins content parce que ça lui donne un petit peu plus de boulot, mais il trouve ça sympa de s'impliquer dans le SEO. Et au final, tout le monde est content. Il y a une autre version qui est intéressante sur Maison du Monde, ancien client, où le fil d'Ariane était scrollable à l'horizontale. C'est-à-dire qu'on peut, on voit avec une espèce de notion de fade, où c'est un petit peu obscurci là, qu'il y a autre chose écrit derrière, et du coup, on va chercher à droite l'intégralité du fil d'Ariane. Donc ça, j'adore. Quand je mettrai la presse en ligne, il y a des liens directement pour avoir le bon code HTML qui va bien. Parce que les devs, des fois, il faut leur mettre des coups de pied dans les fesses. Autre point, ton texte SEO sur mobile, il prend trop de place, dit Loïc, designer. Et puis Colline, qui est consultante SEO, elle dit « Mais ouais, mais ça améliore la compréhension sémantique du contenu d'une page. Comment faire? Qu'est-ce qu'on fait du texte ?» Alors là, vous avez à gauche une liste de produits, donc avec une intention d'achat, genre acheter médicaments, je sais pas quoi, je sais plus ce que c'était là. Et vous arrivez sur mobile et vous avez une grosse tartine de texte, bam, 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 bam. Il faut scroller pour voir qu'il y a des produits. C'est pas très cool d'un point de vue utilisateur. Le deuxième exemple, au milieu, il y a du texte en fait, c'est des onglets mais on le voit pas, donc on ne sait pas que si on clique, il y a du texte. Potentiellement, j'ai tapé une requête, j'ai cette page-là qui remonte, mais je vois rien qui est relatif à ma requête. Donc je dis, bah attends, je ne comprends pas, ce site-là, il remonte, et pourtant, je n'ai pas le texte qui correspond. Puis à droite, c'est un site pareil, avec un gros descriptif produit qui s'affiche direct. C'est pas fou. Google, il dit que la version mobile, il tient compte du texte qui est caché, qui est masqué. Je pense juste qu'il ne faut pas faire de bêtises et être un peu cohérent. Si vous avez plus de 50% de votre contenu qui est masqué, je trouve ça un peu bizarre. Après, voilà, si c'est des petits bouts de texte, il y avait un site qui avait été pénalisé il y a quelques années. Il y avait c'était Kevin Richard qui m'avait renvoyé l'erreur, qui m'avait fait un screenshot. En gros, c'était un site qui avait une ligne de texte. Quand on cliquait, ça dépliait un bloc de 900 mots. Et donc, ça avait monté un warning dans la Search Console. Donc, je pense qu'il faut juste être un peu cohérent entre ce qu'on montre à l'utilisateur et ce que Google voit potentiellement. Et donc ça, c'est un exemple d'intégration SEO friendly que j'aime beaucoup, où on voit le texte pareil qui disparaît un petit peu, donc on sait qu'il y a du texte derrière, on suppose. Et donc dans le code HTML, on a bien le texte en dur, et c'est juste JavaScript qui en masque un petit bout, et donc pour ça, c'est pratique. Je vais passer parce que j'ai pas le temps, mais ça c'est pareil, c'est pour tout ce qui est lien. Parfois, on a des petits menus déroulants comme ça. Quand c'est bien intégré en HTML, ça plaît à Google, et ça permet de mettre plein de liens vers des navigations un peu de sous-catégories, un peu profondes dans l'arborescence d'un site, en plaisant aux internautes et à Google. Et juste pour finir, je peux ? Oui, largement. Merci, c'est gentil. La publicité, elle occupe beaucoup d'espace, énormément d'espace. Donc vous avez un ancien outil de Google qui en théorie fonctionne encore, qui s'appelle le rapport relatif à l'expérience publicitaire. Donc il est accessible dans les liens de la nouvelle Search Console. Il y a un petit lien qui s'appelle accéder aux anciens outils. Et donc on arrive sur cette page-là,
qui remontent parfois des mauvaises expériences. Et alors, j'allais dire c'est super chouette quand ils remontent des vidéos, mais en fait c'est pas chouette, ça veut dire qu'il y a trop de pubs et c'est pas bien. Mais il génère une vidéo en mettant en avant le truc qui lui pose problème, ce qu'il aime pas, parce qu'il sait recomposer complètement la page telle que la voit l'utilisateur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a eu un update de Google qui s'appelle Fred, qui attaque les sites qui font plein de pubs de l'affiliation, mais aussi les publicités qui sont trop intrusives, qui sont un peu énervées. Il y a la Coalition for Better Ads qui a été mise en place. C'est sur la slide d'après, je vais vous en parler juste après, qui décrit un petit peu les meilleures pratiques de publicité, d'intégration de publicité. Là, on voit un site qui a une perte de ranking avec une publicité qui était placée trop haute en haut de son site. Désolé, c'est la version desktop. Hein. Mais en enlevant cette publicité, ils ont repris des positions. Donc c'était vraiment la pub qui bloquait parce qu'elle prenait trop de place sur l'écran et on ne voyait pas directement le contenu sur mobile en tout cas. Il y avait un autre exemple aussi, c'était un site, ils avaient moins de visites, ils n'arrivaient plus à écouler leur inventaire de publicité. Donc au lieu de mettre 2 pubs par page, ils en mettaient 3. Puis ils ont eu de moins en moins de trafic, donc ils arrivaient encore moins à écouler leur inventaire publicité. Donc ils ont mis 4 annonces. Et ça s'est cassé la margoulette. Donc ils ont dit bon, ok, c'est bon, on redémarre à zéro, on fait autrement, parce qu'ils ont eu une pénalité. En fait, il y avait trop de publicité sur leur page. Donc la Coalition for Better Ads, qui est l'anglais, j'adore cette slide parce qu'elle est vraiment flashy, elle bouge de partout. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. C'est plein de grosses boîtes, Facebook, Google, Microsoft, Taboola, l'IAB, donc qui est l'association qui régit la publicité en France, Criteo aussi, qui se sont mis d'accord pour dire voilà ce qu'est une bonne pub, voilà ce qu'est une mauvaise pub. On pourrait penser que si vous intégrez des publicités comme ça sur votre site web, ça pourrait avoir un impact. On ne sait pas dans quelle mesure, mais globalement, si Google explique ça, c'est qu'il y a bien une raison. Je n'ai pas réussi à retrouver sur quelle page du support de Google j'ai vu ça, mais il était écrit noir sur blanc, si la publicité prend plus de 50% de l'espace de votre page, en gros, ça voulait dire ça va faire mal, quoi. Donc, il faut aussi penser à ça parce on regarde, c'est vrai, on arrive sur le site, on regarde la version desktop, c'est joli, c'est beau, et puis on passe sur mobile et là, comme ça. Donc, ayez ce réflexe-là de passer sur mobile et ça reste un gros problème la pub, je trouve, parce que non seulement en termes de temps de chargement, c'est pénalisant, et souvent on se dit j'ai une pénalité parce que j'ai fait des liens, et parfois c'est juste à cause de la publicité, tout simplement. Conclusion, traverser la jungle du mobile, c'est plus facile à plusieurs. Ça veut surtout dire qu'il faut bosser avec tout le monde et pas juste dans son coin en disant il faut que tu me mettes un H1 parce que le H1 c'est important. Il faut essayer de comprendre les problématiques des designers, des développeurs, et essayer de tous travailler ensemble. Et comme ça, on aura des bons résultats SEO. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aymeric. Une petite question mug pour terminer. La question mug. Quelle méthode d'intégration mobile est dépréciée par Google? C'est toi qui choisis. J'ai vu là-bas la chemise. Ouais. Chemise. Les sites mobiles dédiés. Ouais, c'est gagné. Bingo. Bien joué. J'ai pas de jingle. Avez-vous une question, s'il vous plaît? Tout le monde est fatigué, c'est la fin de journée, c'est pour ça. On va regarder quand même. Donc pas de questions non plus sur le live, donc on va en rester là et on se donne rendez-vous demain. Et encore merci, Aymeric. Pardon? Ouais, ce sera rapide. C'est sur la partie plutôt responsive. Tout à l'heure, tu nous as partagé que si dans le code, il y avait 2 menus qui avaient été créés, donc sur la partie, pour la partie mobile et pour la partie desktop, c'était mauvais. Quel serait ton discours en fait en face du développeur qui a la flemme de se poser dessus et qui, encore une fois, te dit ouais, mais quel est vraiment l'impact, quel serait vraiment l'impact de ces modifications sur le ranking, sur le SEO d'une manière générale? Est-ce que ça va vraiment payer ou est-ce que c'est pour faire joli dans le code? Très bonne question. Le développeur, alors je ne le blâme pas du tout parce qu'il a une to-do longue comme ça.
Et parfois, le SEO, c'est pas prioritaire, donc c'est pas du tout, c'était pas méchant contre les développeurs, hein, ce que je disais. J'aurais tendance à dire que c'est une méthode un peu faite à la va-vite, une méthode d'intégration un peu à la va-vite, parce qu'en théorie, quand un menu est bien intégré en responsive, il est capable de s'adapter à chaque point de rupture. Donc de se dire, bah, tiens, si l'écran fait moins de 640 ou de 300 de large, voilà ce que je dois afficher. Et donc il prend la feuille de style concernée. L'impact que ça peut avoir, si on est sur un site qui a 3 liens dans le menu et qui a plein de liens dans le contenu central, ça ne va pas changer grand-chose. Si on est sur un site qui a, je sais pas, une centaine de liens, voire plus, dans le menu, bah forcément, ça va avoir un impact. Parce que s'il y a très peu de liens dans le contenu central, bah, ils vont récupérer 2 fois moins de popularité. Là, je n'ai pas un exemple. C'est vrai que quand on fait des recos, on en fait plusieurs. Donc après, effectivement, ils corrigent ça et puis ils corrigent d'autres trucs. Ça va mieux, mais je ne sais pas si c'est spécifiquement dû à ça. Mais si on prend tel quel la définition du PageRank, ça a forcément un impact. Ça va faire que les autres vont être potentiellement pénalisés. Enfin, les autres liens de la page, et donc recevront moins de popularité. Il y a la facilité, c'est un peu de dire codepen.io, c'est un site là où je vous ai mis plein d'exemples. C'est un site où les développeurs partagent des bouts de code de ce qu'ils ont intégré, de ce qu'ils ont fait. Il y a plein d'exemples de sites menus, responsive. Il y a plein d'exemples d'intégration pour tout un tas de fonctionnalités. Il faut juste qu'il aille consulter là. Il n'aura même pas besoin de réfléchir à le développer lui-même. Il pourra juste recopier ce qui a été fait. Voilà. Une petite dernière. J'ai une petite question piège pour toi. Avec tout ce que tu nous as montré, des pop-up, tout ça, quelles recommandations tu ferais par rapport aux CMP sur mobile, qui sont obligatoires, normalement, si tu poses des cookies, les bandeaux cookies? Oui. Est-ce que tu les masques au robot? Est-ce que tu les mets? Est-ce que tu fais quelque chose? Non, je pense qu'il sait. Je pense qu'il sait faire. Après, c'est des notions de pas. Ce que dit Google quand il communique officiellement sur Twitter, c'est de dire on doit voir en arrivant sur la page sa thématique, de quoi elle parle. Donc si je vois le titre et un début d'image, j'ai gagné. Si j'ai un interstitiel qui me prend toute ma page, que je dois fermer, c'est potentiellement impactant. Ça répond? Hein? Non, pas nécessairement. En gros, à chaque fois, je tombe sur des cas, tu sais, cette ancienne capture qu'avait Google qui disait un petit peu, même pour les publicités, ou non, c'était pour les installations d'applications, qui disait attention, tu arrives sur un site et en gros, en large, tu as installé notre app, ce sera vachement mieux. Et puis tu as une croix qui est introuvable, parfois elle bouge même. Un tiers de l'écran, pas plus, j'aurais tendance à dire. Voilà. T'es déçu? Merci beaucoup, Aymeric. Merci à vous. Et merci à vous.